qui est l'élue adjointe à la culture de la commune de Pujols. Bon, monsieur Mayos, bonjour. Bonjour. C'est quoi qui est ce monsieur? Donc c'est Xavier Deller de la librairie du Gang à Marmande. Donc bonjour, merci d'être venu à Pujols. Avec plaisir. Merci à tous d'être présents. La salle est bien pleine. Va-t-il falloir prévoir un jour se délocaliser parce que de plus en plus de monde vient à cette petite rencontre. Donc je remercie encore Romain de nous organiser toutes ces réunions, toutes ces rencontres riches en connaissances et en découvertes. Je ne vais pas trop m'étendre, on va attendre, je vais laisser parler les personnes qui sont là pour présenter leurs œuvres et leur travail. Donc je vous souhaite une bonne réunion de travail. Parce que vous allez travailler. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous pour cette rencontre, pour cet après-midi. Ceux qui étaient là au mois de novembre pour la venue de Sébastien Rutès, si vous vous souvenez, on avait un petit peu égratigné la réputation des traducteurs. Donc là, aujourd'hui, on va redorer le blason de la profession. Donc c'est un plaisir de vous accueillir à la Maison du Jouet. Et c'est un honneur de pouvoir recevoir Jacques Mayos, qui est traducteur pour les éditions Gallmeister, ainsi que Xavier Deller, qui représente la librairie du Gang de la Clé à Molette, une très belle librairie qui est située à Marmande. Je vous encourage à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas. Je suis sûr que vous repartirez avec les mains pleines de livres et des portefeuilles allégés et des sacs remplis de livres. Donc si on est réunis cet après-midi, c'est en particulier pour évoquer un auteur, un écrivain américain, Édouard Abbé, dont Jacques a traduit presque toute l'œuvre, en tout cas tout ce qui est disponible en français. Et Édouard Abbé qui a écrit un roman, Le Gang de la Clé à Molette, qui a donné son nom à la librairie que Xavier gère avec son associé. Pour nous enlever un peu de pression, on va vous préciser à toutes et à tous qu'aucun de nous trois n'est un spécialiste, un conférencier, voilà, de cette œuvre, de cet auteur, mais on va quand même essayer de vous donner des éléments pour vous donner à la fois l'envie de le découvrir, de le lire pour la première fois pour certains d'entre vous, et puis pour les autres, de peut-être vouloir le redécouvrir, d'approfondir en apprenant certaines choses et replonger notamment dans les traductions de Jacques. On parlera aussi d'autres auteurs traduits par Jacques Mayos, notamment Crumley, Whitmer, d'autres titres du catalogue Gallmeister, et à la fin, vous pourrez, si vous le souhaitez, faire l'acquisition de livres auprès de Xavier, de la librairie. La dernière petite chose que je voudrais vous demander, c'est s'il vous plaît de mettre vos téléphones sur silencieux ou de les éteindre, voilà, pour qu'on ne soit pas trop interrompu par les sonneries. Voilà, merci à tous les deux, bienvenue à Pujols. Avant ma première question, avant de vous mettre sur le grill, est-ce que vous voulez dire au public un petit mot en introduction? Ah, toi, vous voyez. Juste dire que je suis très heureux d'être ici. Et je te remercie de cette invitation. Et je découvre ce village de Pujols que je ne connaissais pas du tout. J'ai eu le temps de faire un petit tour avec Romain dehors et je pense que je reviendrai en famille pour pouvoir en profiter encore plus. Alors, si c'est au mois d'août, le contexte aura changé. Il y aura beaucoup peut-être on viendra un peu hors saison. Voilà, mais je suis vraiment ravi d'être ici. Alors, figurez-vous que je suis toninqué et j'étais jamais venu à Pujols. Donc, je m'excuse, je vais rattraper ça. Et je suis très content d'être avec vous et de voir qu'il y a un public qui s'intéresse à la littérature, où que ce soit en Lot-et-Garonne. Pour avoir fait face aux institutions, quand nous avons créé la librairie avec Anne, je peux vous dire que l'image qu'on donne du département,
l'image du département par rapport à la lecture, elle est assez basse. La preuve que non. Voilà. Alors, ma première question, je vais vous demander à tous les deux un petit peu de nous parler de vos parcours respectifs. Peut-être Jacques, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ta trajectoire, nous expliquer ta jeunesse, tes études, nous dire comment tu es devenu traducteur, et peut-être tout ça, parce qu'on en parlera ensuite, avant de rencontrer Oliver Gallmeister et de traduire l'œuvre d'Abbé. Voilà, tes études et tes débuts comme traducteur. Alors, mes études, mon parcours, c'est, pour aller très vite, c'est le parcours d'un étudiant, d'un jeune homme littéraire, le parcours classique brillant, on va dire, des classes préparatoires, Normal Sup, et puis je m'étais lancé j'étais à vrai dire sur les rails du TGV qui mène à prof de fac, en gros. C'était ça là-dessus, sans réfléchir ou sans... Les choses marchaient bien, j'avais des bonnes notes, je réussissais au concours et j'étais un peu satellisé sur cette trajectoire-là. J'ai commencé en maîtrise, j'ai commencé une recherche sur Joyce, l'œuvre de James Joyce, et j'ai fait une maîtrise, puis un DEA sur Finnegan's Wake, l'ultime œuvre monumentale de James Joyce, réputée complètement illisible. Parce que dans cette œuvre, Joyce mélange des dizaines et des dizaines de langues différentes, avec un noyau central de langues saxonnes, germaniques, latines, pour créer des mots nouveaux et créer une langue complètement nouvelle qui, beaucoup d'anglophones vous diront, c'est illisible. Ça reste, à mon sens, très lisible, c'est grotesque, phénoménal, complètement fou, très poétique, très musical, etc. Et déjà, je pense que ce qui m'intéressait, c'était de m'éloigner un petit peu de l'anglais stricto sensu et d'être quelque part dans le mélange des langues, et mettre un peu les mains dans le cambouis comme ça, dans la création d'une langue complètement folle. Mais je pensais pas vraiment devenir traducteur, c'était pas j'étais vraiment dans ces rails, hein, et j'y étais bien, j'y étais très bien. J'ai adoré faire ma maîtrise, j'ai adoré mon DEA, je me suis inscrit en thèse avec un directeur de thèse formidable. J'étais intégré dans l'équipe de France de Joyce de l'époque, j'ai fait des colloques, des trucs tout jeunes encore, et tout semblait magnifique, sauf que en thèse, j'ai pas réussi à gérer. Je me figurais la thèse comme une montagne, vraiment, hein, quelque chose de géant, une échéance d'au moins 3 ans. On donne 3 ans pour les thèses. On sait qu'en lettres, ça dure plutôt 4, 5, voire plus. Donc, j'avais beaucoup de temps devant moi. J'avais une bourse de thèse que j'avais obtenue, donc avec une petite charge d'enseignement à l'université d'Orléans, où j'enseignais 3 heures par semaine pour ma bourse de thèse qui était modeste, hein, vraiment de quoi. Mais malgré tout, jeune étudiant, de quoi vivre, beaucoup de temps. Un projet qui me semblait gigantesque, sur lequel j'arrivais pas à me mettre au boulot. Enfin, je procrastinais, j'y arrivais pas. Voilà. Parallèlement, au même moment, je m'étais inscrit à un à un séminaire de sociologie à Normal Sup, organisé par un prof qui travaillait beaucoup à faire connaître, à diffuser la sociologie américaine en France. Donc il consacrait un budget non négligeable de son labo à faire traduire des ouvrages de sociologues américains comme Howard Baker ou Everett Hughes
Et pour ces traductions, il piochait un peu dans son vivier d'étudiants anglophones qu'il avait, et là je me suis dit tiens, ça m'intéresse, cette sociologie-là m'intéressait beaucoup, j'aimais ce séminaire, je me suis dit bon, ça va être chouette. Et je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie à faire de la traduction réellement professionnelle, avec des contrats en vue de permettre à des lecteurs et des lectrices françaises d'avoir accès à des textes que par ailleurs auxquels ils pourraient ne pas avoir accès. Et au début, c'était des articles d'une vingtaine de pages, des articles scientifiques, sociologiques d'une vingtaine de pages. Donc, et j'ai concrètement constaté que quand j'avais ce genre de contrat, de projet, le matin, je me mettais au boulot en étant raisonnablement content de me mettre au boulot. En fin de journée, j'arrêtais en étant raisonnablement content du travail accompli dans la journée. Je voyais avec sérénité la journée du lendemain où je continuerais sur ce projet, voilà. Et donc je faisais ma traduction, l'article, j'envoyais mon texte, et ensuite dans un délai assez raisonnable, un ouvrage sortait en français, avec un objet que je pouvais voir, avec mon nom écrit en tout petit quelque part en quatrième de couverture. Voilà. Et je trouvais ça vraiment satisfaisant. Et je constatais aussi que l'aspect concret du travail quotidien qui consiste à se coltiner à des phrases en anglais qu'il faut restituer en français, des jeux intellectuels, des énigmes, et encore une fois, là aussi, avoir un peu les mains dans le cambouis de la langue, et jusqu'à y compris la dactylographie sur le clavier, parce que dans mon temps libre que je consacrais à ne pas faire ma thèse, j'avais pris un peu de temps pour apprendre à taper de mes 10 doigts très bien, donc je tape bien de mes 10 doigts en regardant l'écran ou en regardant le texte que je traduis, et je trouve ça vraiment très agréable, c'est un plaisir physique qui me convient, et j'en ai fait comme ça, et au bout d'un moment, j'ai tiré un peu les conclusions pragmatiques de tout ça. J'ai vu qu'il y avait une chose que j'aimais bien, que je faisais avec sérénité, enthousiasme, une autre qui me créait des angoisses c'est énorme, j'arrive pas à m'y mettre, et puis de toute façon tout a déjà été dit sur Joyce, et puis à quoi bon, et puis j'en ai tiré les conclusions, et je me suis mis en congé de l'éducation nationale, et j'ai commencé à essayer de gagner ma vie en tant que traducteur. Et c'était pas simple au début, parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup j'avais pas toujours des contrats, mais bon an mal an, j'arrivais à peu près, j'avais pas encore de famille, ça allait, et à ce moment-là, j'ai fait pas mal de traductions pour, l'essentiel de mon gagne-pain, c'était les guides touristiques pour Gallimard, les éditions Gallimard, qui en fait ont beaucoup de leurs collections sont importées, achetées de l'étranger. Ils ont leur collection phare qu'ils font eux-mêmes, qu'ils font écrire eux-mêmes par des spécialistes, etc. Mais sinon, ils ont beaucoup de collections qui sont traduites. Donc j'ai traduit des guides, j'ai traduit le guide du Laos, j'ai même fait Paris, traduit de l'anglais pour la collection Spirale. Et je voyais que même dans ça qui semble un peu trivial, je trouvais quand même mon plaisir, ça allait bien. Il y a des parties historiques, il y a des parties, alors parfois c'était fastidieux par moments, par exemple les petites adresses de restaurants avec plein d'abréviations, ouvert du
lun.-ven. De 18h bon, mais même presque même ça allait. Donc j'ai continué à constater que j'étais à l'aise dans ce métier-là sans glamour, sans beaucoup de glamour. À la même époque, j'ai fait quelques traductions pour les éditions Harlequin, les romans à l'eau de rose, très particulier parce qu'on demandait aux traductrices et traducteurs de couper beaucoup dans le texte d'origine, à peu près 30% du texte d'origine, et on demandait aux traducteurs et traductrices de mettre beaucoup d'eau de rose dans le vin un peu plus épicé des versions originales de l'époque. Sébastien Rutès, là. Mais complètement, parce que j'en parlais avec Nicolas Leflaic, spécialiste du roman noir, ici présent à Bordeaux. Les polars américains, les romans noirs américains importés dans les années 50, 60, 70, à la série noire notamment, mais pas que, en France, ont subi le même traitement de coupe, à peu près dans la même proportion, jusqu'à 30%, et donc de coupe, et de tirer ces romans vers un argot voyou, un peu qui est formidable, mais pas du tout, pas toujours, ou loin d'être toujours justifié par les versions originales, un argot voyou un peu qui donne les tontons flingueurs, Michel Audiard, et ce genre de langue, sur lesquels on revient aujourd'hui, on revient depuis maintenant une vingtaine, trentaine d'années, avec notamment François Guérif aux éditions Rivage, qui a commencé à dire, bon, si les Chandler, les Hammett, les Ross MacDonald, pour ce qui me concerne, si on veut les prendre au sérieux, on va un peu traduire le texte vraiment tel qu'il est. Donc moi, ce que j'ai connu chez Harlequin, c'était vraiment, je pense, socio-économico-culturellement le même genre de transformation des textes d'origine. Et Harlequin, et par ailleurs, c'était en fait mal payé. Mais encore une fois, j'étais jeune, parce que c'est payé au forfait, vous êtes payé pour le livre lui-même, quelle que soit la quantité, mais on vous demande de couper. Donc votre intérêt à vous aussi, c'est de faire court. Alors il faut quand même, mais votre intérêt aussi, c'est de ne pas y passer trop de temps, parce que quand maintenant, rétrospectivement, maintenant que j'ai une position de notoriété rétrospectivement, je constate que, et j'ai oublié les chiffres, c'était en francs en plus, mais je constate que ce que Harlequin payait à l'époque, pour l'ensemble, c'était mal payé si on ramène au feuillet. Et donc, on a des conditions comme ça qui font que des textes originaux sont complètement coupés, transformés, etc. Je parle beaucoup, mais je me rends compte juste sur le parcours. Ouais, donc là, on est dans les années. On est fin début des années 2000. On est au tout début des années 2000, voilà, les années 2002. Donc il m'arrive, je traduis aussi de la sociologie. J'ai traduit un Howard Baker, assez connu. Il était connu notamment pour Outsider, son étude sur les musiciens de jazz à New York et les fumeurs de marijuana. Alors, j'ai pas traduit Outsider, mais j'ai traduit un livre qui s'appelle Les ficelles du métier, qui est passionnant, aux éditions La Découverte. J'ai fait aussi de l'histoire de l'art, des catalogues d'expositions, Monet au XXe siècle, ou un truc sur Van Gogh aussi. Donc, histoire de l'art, guide touristique, un Harlequin de temps en temps, c'était un peu mon... Des traductions variées. Et j'ai eu la chance qui a changé pas complètement ma vie, mais quand même ma vie de traducteur, ma vie de rencontrer Oliver Gallmeister au moment où il allait lancer sa maison d'édition. C'est-à-dire il recrutait des traductrices, des traducteurs, il cherchait aussi des graphistes, il cherchait à former une petite équipe de gens qui pourraient travailler pour lui. Il était seul, et il lançait sa maison d'édition.
Donc on s'est rencontrés, on a discuté longuement. Il m'a fait faire des bouts d'essai, comme c'est traditionnel, classique dans le métier. Donc j'ai fait des bouts d'essai. Mon travail lui a plu. On est devenus amis, hein, très vite. On est devenus amis. Et depuis, ça s'est instauré une fidélité qui ne s'est pas. Donc là, on est en 2005. Je crois que la maison a été fondée en 2006, ou bien elle a été fondée en 2005 et on s'est rencontrés en 2004, je ne sais plus exactement. Et voilà. Et là, j'ai commencé, et depuis je n'ai plus cessé à traduire exclusivement de la littérature américaine jusqu'à très très récemment pour les éditions Gallmeister. Exclusivement aussi, parce que alors je suis pas salarié de Gallmeister, je suis traducteur indépendant, j'ai pas de contrat d'exclusivité pour Gallmeister, c'est simplement une relation à la fois amicale et fidèle, et qui me convient très bien, parce que je sais vraiment pas très bien faire, je suis pas très bon pour démarcher d'autres éditeurs, essayer d'aller me vendre ailleurs, à droite, à gauche. Et en plus, je suis un peu feignant. C'est vraiment très confortable. C'est une position luxueuse dans la profession. Et je n'ai pas à me soucier du prochain. Là, par exemple, je travaille sur un projet, je sais déjà quel sera celui d'après. Ce sera un Whitmer, ça c'est une exclue, une info. Le prochain que je ferai, ça sera le prochain roman de Benjamin Whitmer. Et donc, j'ai pas non plus à planifier par avance, de façon très précise, le temps dont j'aurai besoin pour un projet, de manière à pouvoir dire à une autre maison d'édition, je serai prêt à travailler pour vous, là on va dire, je ne sais pas, mars, avril, début mai. Il faudrait que j'arrive à calculer exactement combien de temps il me faut pour enfin bref, donc voilà. J'arrête un peu parce que... Alors, Xavier, je vais te poser à peu près la même question. Ton parcours, on a compris qu'il commence à Tonnas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenu libraire et puis comment tu es devenu libraire à cette librairie du Gang de la Clé à Molette à Marmande? Alors, c'est très impressionnant du coup. Donc voilà, moi j'ai fait des études forestières au lycée agricole de Bazas. C'était ça mon choix numéro 1, c'était ça mon travail, ce que je voulais faire. Suite à plusieurs lectures qui m'ont amené à ça. Et j'ai progressé, disons, dans ces études-là pour devenir éducateur en environnement. Et à un moment, il fallait faire son service militaire. Donc c'était encore l'époque. Alors j'ai fait mon objection à l'Arboretum National des Barres, qui est une collection d'arbres du monde entier vers Montargis. Et à cet endroit-là, vous allez voir, on y arrive, mais à cet endroit-là, il y avait un bureau dans lequel, quand on recevait les groupes, on faisait visiter la collection, on arrivait et on vendait des livres. Et je crois que mon envie de devenir libraire, c'est venu là. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Puis on rencontrait des écrivains qui venaient travailler sur les grands botanistes, qui venaient nous montrer leurs premières planches, qui avaient fait des enquêtes. C'était... ça a commencé comme ça. Et bille en tête, à la fin de l'objection, j'ai décidé que j'allais ouvrir ma première librairie à Bordeaux. En 1999, sans formation, sans études littéraires, soutenu par l'association Zelidja, en fait. Il y a Mola qui tremblait. Ouais. Les gens disent, oh, regarde, c'est le petit Mola. Quand je vois aujourd'hui le nombre de librairies qu'il y a à Bordeaux et alentour, je me dis, voilà, à l'époque, j'étais tout seul, en tant que petit librairie, on n'était pas nombreux. En tout cas, en hypercentre, quoi. Voilà. Mais j'avais voyagé 2 fois avec les bourses de voyage Zelidja qui permettaient à des jeunes de partir en voyage où ils voulaient sur des projets très précis. Du coup, j'avais un réseau à Bordeaux qui m'a permis d'ouvrir ma première librairie. Alors évidemment, c'était une très belle librairie, il s'est passé de très belles choses, mais je me suis planté. Comment elle s'appelait, ta librairie? Ça s'appelait La Rose des Vents. La Rose des Vents. Voilà, c'était rue Sainte-Colombe.
J'aurais pu t'appeler la clé à Bola, en fait. Elle est enregistrée, hein. Elle est enregistrée, ça. Et donc j'avais signé une clause de non-concurrence, donc j'ai pas pu retravailler sur le territoire, et je suis parti là où il y avait du travail, c'est-à-dire à Grenoble. Et là j'ai bossé chez Glénat, en centre-ville de Grenoble, et un autre libraire m'a débauché à Saint-Marcelin, et bon, j'ai ouvert une autre librairie encore sur le plateau du Vercors, qui est une librairie itinérante, dans laquelle j'ai vendu mon premier gang de la clé à molette. Puisque c'était en 2006, je pense, ou 2005, je ne sais plus non plus. Voilà. 2006. Qui était donc un des 2 premiers livres que Oliver Gallmeister avait publié. Et là, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais il faut que j'écrive quelque chose à cet éditeur. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Oliver, qui a propulsé la librairie itinérante en devenant parrain de la librairie. C'est comme ça qu'on est devenus amis aussi. Voilà, voilà. Puis pour des raisons familiales, je suis revenu dans la région, où j'ai été recruté vers Casteljaloux, où on a ouvert une librairie pour un grand patron, dont je tairai le nom. Parce que c'était, voilà, et dans cette librairie, on me parlait toujours d'une autre libraire, qui était à Marmande, qui avait exactement les mêmes goûts que moi, qui disait les mêmes choses que moi, qui faisait les mêmes conseils. Donc c'était vraiment curieux, étonnant, et un jour cette libraire s'est présentée à la librairie, et donc on s'est rencontrés avec Anne Cuillet, qui est donc ici. Et notre parcours faisant, elle et moi on s'est arrêtés dans les librairies où on était, et elle est venue me proposer d'ouvrir une librairie à Marmande, ce que je m'étais toujours promis de ne jamais faire. Enfin, je pensais que nul n'est prophète en son pays, c'était vraiment un vrai adage, et que ça ne marchait pas, et donc elle m'a convaincu, et on a donné tort à cet adage. Puisque donc la librairie, on l'a ouverte en 2014, et elle s'appelle donc le gang de la clé à molette. Et voilà, j'ai fait pour... Voilà, bah oui, le nom, alors, au début, elle ne devait pas s'appeler comme ça. Au début, la librairie devait s'appeler La Mauvaise Herbe. Voilà, mais tout le monde, plusieurs personnes nous ont dit oh là là, il ne faut pas appeler un magasin avec le mot mauvaise dedans ou quelque chose de négatif. Et finalement, c'est le gang de la clé à molette qui a été choisi. Voilà, on trouvait que c'était, on pourra en reparler, mais c'était original pour Marmande. On ne voulait pas s'appeler la librairie des arcades. La librairie du marché. Alors, on va rentrer progressivement dans la vie et dans l'œuvre d'Abbé. Alors peut-être, voilà, pour le public, donner quelques éléments biographiques sur le début de la vie de cet écrivain, et puis ensuite, avec Jacques et Xavier, on va parler de ses livres. Donc vous dire que Édouard Abbé, il est né en 1927 à Indiana, une petite ville de Pennsylvanie, et que lui, le choc un petit peu dans sa vie, ça a été à 17 ans, en 1944, où il a commencé à faire du stop, et il a découvert l'Ouest américain, qui le fascinait déjà, parce que c'était un grand amateur de western. J'ai vu qu'il regardait beaucoup de western quand il était enfant, adolescent. Et cette découverte, ensuite, elle a été interrompue par le service militaire. Il est parti un petit peu en Europe, je crois qu'il était en Italie, entre 45 et 47. Et quand il est rentré, il a entamé les études universitaires, et il a fait un mémoire qui avait pour intitulé L'anarchie et la moralité de la violence. Un thème, alors ceux qui connaissent déjà l'œuvre d'Abbé, qu'on retrouve. Et donc là, on est à cette époque des études, où il commence à se battre lui aussi contre le service militaire, contre la conscription. Le FBI commence à s'intéresser à lui, et cette surveillance du FBI, elle a duré quasiment toute sa vie. Il disait d'ailleurs à la fin de sa vie qu'il aurait pris comme une offense, un affront, qu'il ne fasse pas attention à lui. Et il va se mettre à travailler, parfois comme saisonnier, comme garde, comme ranger, dans des parcs nationaux. Et une expérience marquante pour lui, ça va être son travail dans le parc national des Arches, dans l'Utah.
Et là, on arrive aux années où il va se mettre à écrire. Donc là, je vais te demander, Jacques, donc en 56, il y a un roman qui s'appelle Brave Cowboy, qui va donner Seuls sont les indomptés. Alors le titre, il y a eu ensuite le film en 62 avec Kirk Douglas. Peut-être que certains l'ont vu la semaine dernière. Il est passé à la télé sur. Je n'ai pas pu le regarder là. Comment il s'appelle? Alors le film s'appelle Lonely Are the Brave, donc qui est plus fidèle au. Le titre original du roman d'Abbé, c'est The Brave Cowboy. Littéralement, on dirait le brave cowboy, le cowboy courageux, etc. Le film, c'est Lonely. Le film, le titre anglais, c'est Lonely Are the Brave, et le titre du film a été traduit en français par Seuls sont les indomptés. Et du coup, quand on a traduit The Brave Cowboy, le roman, en français, il est apparu assez raisonnable de choisir le titre du film. Et donc, ce roman est paru en français sous le titre « Seuls sont les indomptés ». Alors, ce choix de titre-là, c'est des choses... je parlais tout à l'heure, avant qu'on commence, des choix de marketing ou de chartes graphiques, des couvertures, etc. Et je disais à Romain et à Xavier et Anne que j'étais content de ne pas être décisionnaire complètement dans ce domaine-là, parce que je me rends compte qu'il y a des gens dont c'est le métier qui font ça beaucoup, beaucoup mieux que moi. Et ça inclut... Ça peut inclure jusqu'au choix du titre, c'est-à-dire que en tant que traducteur, je propose des titres, je fais des propositions, etc. Mais il arrive parfois que la traduction fidèle du titre original soit pas jugée le meilleur choix pour faire connaître le livre, faire que le livre trouve son public en français. Et là, comme il y avait eu cette adaptation avec Kirk Douglas, etc., et que c'est un beau film, il a paru naturel de faire ça. Le même phénomène s'est reproduit avec le jeu de la dame, que j'ai traduit également de Walter Tevis. Enfin, le roman est de Walter Tevis. Il y a eu la série sur Netflix qui était vraiment formidable aussi, qui a beaucoup fait parler d'elle. Et au moment de la série, Oliver, qui avait déjà, bien avant la série, acheté les droits de tous les Walter Tevis, mais qui n'avait le jeu de la dame programmé que 2 ou 3 ans plus tard, et boum, la série arrive, fait un tabac, il m'appelle et il me dit, ça te dirait de traduire, j'étais sur un Ross McDonald, il m'appelle et il me dit, tu vas mettre entre parenthèses le Ross McDonald si ça t'ennuie pas, et faire le jeu de la dame, et là c'est pareil, le titre original c'est The Queen's Gambit, qui est l'appellation d'un coup aux échecs, qui s'appelle en français soit le gambit dame ou soit le gambit de la dame. Mais la série avait pour titre le jeu de la dame, donc il a été choisi de garder tout ça. Mais on s'éloigne d'Abbé, je suis bavard. Donc, donc Brave Cowboy, c'est en 56. En 62, il écrit un autre roman qui s'appelle Fire on the Mountain, Le feu sur la montagne. Et je voudrais te poser la question finalement, sur ces 2 romans, parce qu'on y retrouve déjà des thématiques fortes de son œuvre, avec des individus qui se retrouvent isolés, traqués, qui doivent faire face à des forces, à l'État, à la police. Et voilà, donc sur ces 2 romans que tu as traduits, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, en sachant que dans l'esprit d'Abbé, j'ai lu quelque part que pour lui, Billy, le personnage, l'enfant dans Le feu sur la montagne, était le cow-boy de Seuls sont les indomptés, était le Billy qui a grandi. Ouais, alors ça doit être un peu les 2 romans les plus lointains dans mon esprit, parce que ça fait
pas mal d'années que je les ai traduits. J'ai essayé de me replonger dans tout ça un peu avant de venir, mais effectivement, Le Feu sur la montagne, c'est l'histoire d'un grand-père qui a un ranch qui doit être exproprié c'est pour les missiles. Par l'armée. Par l'armée, voilà. Et qui se bat bec et ongle, qui résiste. Tout autour, les gens ont cédé, les ranchs avoisinants ont cédé, et lui il résiste jusqu'au dernier pour préserver les espaces. Bon, c'est la lutte pour la préservation des espaces et de la liberté et du ranch sur lequel il a vécu, du ranch. J'ai vraiment beaucoup aimé Le Feu sur la montagne. C'est un très beau roman. Je ne m'aventurerai pas forcément à en dire plus maintenant, vu mes souvenirs sont peut-être un peu défaillants sur Donc, il y a ces deux romans, voilà, écrits en 56 et en 62. Et alors, ce qui va faire gagner Abbé en notoriété, c'est un livre qu'il a écrit en 1968. Qui est Désert solitaire, qui cette fois-ci n'est pas un roman, et où il va développer ses idées. Il a constaté en disant les dégâts que le progrès, qu'il écrit toujours avec un P majuscule, et que lui voit comme une sorte de nouvelle religion, que le progrès les dégâts faits par le progrès dans le parc des Arches, et faire cette série de textes. Donc cette fois-ci ce n'est pas de la fiction, et c'est un texte que toi tu as traduit et qui a aussi participé à ta propre notoriété, parce que tu as obtenu 2 prix pour cette traduction, donc pour Désert solitaire. Donc sur ce livre-là, qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors moi j'avais noté l'idée que c'est un travail qui a dû être compliqué pour toi, peut-être sur la connaissance des espèces, les plantes, le moindre buisson du désert, sur les noms donc, que ce soit les animaux. Voilà, ça a demandé beaucoup de travail de recherche pour ta traduction sur cette nature. Alors effectivement, c'est du boulot. Ceci dit, en l'occurrence, on peut vraiment dire un grand merci Internet. Parce que ça a vraiment changé la donne. J'ai commencé en tout début de ma carrière de traducteur. Internet n'existait pas encore vraiment, c'était fin des années 90, et toutes les recherches qu'on devait faire, il fallait aller dans une bibliothèque, à la Bibliothèque de France, à la BNF ou ailleurs. Là, aujourd'hui, et c'était déjà le cas, bien sûr, quand j'ai traduit Désert solitaire, et tout le nature writing, qui a été le cœur de la maison Gallmeister pendant très longtemps, le nature writing, donc des textes aussi de pêche à la mouche, ce genre de choses, avec un vocabulaire très très précis. Les mouches des pêcheurs à la mouche, c'est vraiment quelque chose. Bon. C'est vous qui avez fait Volcker? Oui, j'ai fait Volcker, itinéraire d'un pêcheur à la mouche, et tout ça, c'est magnifique. Ils sont super, ces lettres. Alors, c'est une chose qu'on me demande souvent en rencontre comme ça. Je pense que, vu de l'extérieur, c'est sans doute assez impressionnant, tous ces noms d'oiseaux, d'arbres. En réalité, en termes de traduction, c'est pas du tout ce qui est le plus difficile. C'est de la nomenclature. Donc, de deux choses l'une, soit le nom existe en français, c'est très souvent le cas quand même, soit il n'existe pas. Mais s'il existe, on le retrouve facilement. Et aujourd'hui, d'autant plus facilement avec Internet. Pour les noms, pour la flore et la faune, typiquement, on tape une recherche en tapant le nom anglais. Ou latin. Le nom anglais suivi de Latin name dans la barre Google. Vous mettez le nom anglais, Indian rice grass, Latin name. Hop, apparaît tout de suite le nom taxonomique latin du chose. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire la recherche avec le nom latin suivi de, par exemple, nom commun en français, et vous allez tomber sur... donc on trouve tout de suite. De même pour la pêche à la mouche. C'est une activité qui existe aussi en France, un peu moins qu'aux États-Unis, mais il y a des pêcheurs à la mouche en France. Et j'ai des amis, Oliver Gallmeister est
pêcheur à la mouche lui-même et grand connaisseur, donc il y a toujours possibilité de... J'ai un autre très bon copain qui est pêcheur à la mouche, donc j'ai le joker, coup de fil à un ami qui est possible, mais c'est une activité qui existe en français aussi, donc on y arrive. Les échecs avec le jeu de la dame, c'est pareil, la terminologie n'est pas la même, à commencer par le bishop, par exemple, qui est ça veut dire évêque en anglais, mais c'est le fou en français, aux échecs. Bon. Et tout ça, c'est peut-être spectaculaire, mais en fait c'est simple. Un peu moins simple que ce que je viens de dire, parce que par exemple, une fois qu'on a fait la recherche pour trouver le nom français de tel arbre, et si on trouve par exemple que c'est chêne de Californie, cette variété de chêne, Quercus, en anglais, j'ai oublié le nom anglais, mais il s'appelle par exemple, mettons, chêne de Californie. Et bien, cette traduction exacte en français ne sera peut-être pas la bonne traduction à prendre, parce que par exemple dans un Ross McDonald qui se passe en Californie, etc., vous ne pouvez pas mettre dans la bouche d'un personnage, dans un dialogue, va garer ta voiture à l'ombre du chêne de Californie. Ils sont en Californie. Et donc, il reste quand même un petit peu, parce que ça, c'est automatisable, hein, on va dire. Mais il reste du vrai travail de traducteur qui est de se dire, ah, oui, mais non. Peut-être que la chaîne suffira. Ou alors, regardez un peu les caractéristiques et voir que c'est une variété de chêne qui fait des arbres plutôt petits. Hein, j'invente là, hein, mais et peut-être que la bonne traduction, ça sera petit chêne. Oui, c'était une question sur la faune et la flore. Voilà, la faune et la flore, et puis c'est aussi un livre où il commence à affiner sa pensée politique et sa critique, voilà, de la société industrielle, sa défense, sa volonté de préserver les espaces sauvages. Ouais. Oui, alors donc il y a Désert solitaire, ce qui m'a fasciné, moi, ce que j'ai adoré dans ce texte, c'est à la fois le mélange de colère contre les destructions opérées par le progrès, par cette société de croissance à tout prix. La machine agro-industrielle qui exploite les ressources pour produire toujours davantage, qui est condamnée par nature, aux yeux d'Abbé, à croître ou mourir. Et effectivement, de fait, on vit encore hein, dans cette situation on est obligé d'avoir de la croissance pour continuer à avoir de l'emploi, etc. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça qu'on nous parle et qu'on nous présente les choses. Et à plusieurs reprises, Abbé a notamment dit la croissance pour la croissance est une stratégie de cellules cancéreuses. Voilà. Et donc il y a cette colère-là d'un côté, politique, militante, et il y a aussi l'émerveillement poétique face à la beauté de la nature et les descriptions de soleil couchant sur la roche, de fleuves qui coulent au creux du canyon, et des choses d'une très très grande beauté dans une langue à la fois lyrique, poétique, pleine, notamment une des caractéristiques de la langue d'Abbé dans l'original, c'est une langue très allitérative, avec beaucoup de jeux d'allitération, de répétition, de sons, très rythmés également dans ces phrases. De l'humour. De l'humour aussi, oui, tu fais bien de le dire, on pourrait l'oublier, mais c'est vraiment une donnée qui en plus est susceptible de tout racheter. C'est-à-dire que si le lyrisme devient trop lyrique, il y aura toujours un peu d'humour. Ou si le militantisme, la colère de l'éco-warrior qui veut défendre son territoire devient trop violente, éventuellement, il y aura
toujours aussi un peu d'humour, comme on voit dans le gang, la Clémolette et tout ça. Et ce qui était la vraie difficulté, c'était pas la faune et la flore, c'était cette langue, justement, la beauté de cette langue, bien restituer tout cet émerveillement, ce lyrisme, sans donner dans le cucul-la-praline ou dans le... Parce pour le coup, il ne l'est jamais. Et le point commun qu'on retrouve dans les deux romans qu'on a évoqués et dans Désert solitaire, c'est aussi la crainte de menaces sur la liberté. Abbé a vraiment un amour pour finalement cette possibilité d'une vie libre, et il voit le système industriel comme quelque chose qui forcément va réduire les possibilités de ne pas intégrer un emploi salarié, une vie où on va travailler, se marier, s'endetter pour acheter une maison, aller dans le supermarché. Ouais, tout à fait. Et là, c'est peut-être le moment de parler d'une des grandes influences de Abbé, qui est Henri David Thoreau, connu pour son Walden. Walden ou La vie dans les bois, que j'ai eu l'honneur, le plaisir et l'avantage de traduire aussi pour Gallmeister. Donc Thoreau, dans Walden, fait une expérience de vie concrète pour voir si et comment il est possible de maximiser la liberté d'un homme, notamment par rapport au travail. Comment dire ? Moi, une des manières dont j'ai vu Walden, alors, pendant que j'étais en train de le traduire, à un moment, je me suis dit, tiens, mais vous savez, à la fin de Candide de Voltaire, Voltaire conclut sur « cultivons notre jardin », il faut cultiver notre jardin. Je vous dis la formulation exacte, il faut cultiver notre jardin. Walden, c'est un petit peu comme si Thoreau avait dit « ok, chiche, cultivons notre jardin, d'accord, mais pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on plante ? Qui fournit la terre ? Qui fournit les pioches et les bêches ? Et comment on s'en sort ? Et dans Walden, Thoreau essaye de maximiser le temps de vie réellement humaine qu'il peut avoir, c'est-à-dire minimiser le temps de travail contraint. En même temps, faire en sorte que le travail contraint qui reste irréductible soit vécu comme épanouissant en soi, mais maximiser le temps libre, ce qu'on appelle le temps libre, qui permet de faire des choses proprement humaines, qui sont par exemple lire, par exemple écrire, mais pas seulement, par exemple ne rien faire, par exemple marcher dans les bois et regarder les oiseaux, juste en poète, un peu en scientifique. Thoreau était aussi grand connaisseur des animaux. Ça peut être aussi, par exemple, mesurer l'épaisseur de la glace de l'étang de Walden et faire des graphiques pour comparer l'une année sur l'autre, etc. Et donc, il a tout fait pour voir comment on pouvait s'en sortir en travaillant le moins possible. Et donc, ça le poussait aussi. Alors, il y arrivait par une extrême sobriété, une sorte d'ascèse. Ça le poussait à des raisonnements. Par exemple, il explique dans Walden qu'il refuse de... Une fois, il a labouré son champ en empruntant le bœuf d'un voisin, et il l'admet un peu comme un échec, et il explique pourquoi il refuse de mécaniser et d'avoir un animal de trait supplémentaire en présentant presque des calculs, et il dit voilà, si vous avez un bœuf, votre bœuf, vous allez devoir le nourrir, et il vous faut donc, je vais inventer un là, mais il vous faut donc un hectare de terre à cultiver en plantes fourragères pour nourrir votre bœuf. Et donc
pour cultiver cet hectare, vous allez avoir besoin d'y passer tant d'heures par mois. Et d'entrer dans un cercle vicieux comme ça. Et donc il mène cette expérience, Thoreau. Il amène. Alors c'est pas Into the Wild. Il a sa petite cabane qu'il a construite. Elle est à 3 km de la ville de Concorde, où habitent notamment Ralph Waldo Emerson et sa petite famille. Et presque très très fréquemment, il fait la marche pour aller. Bon, c'est pas Into the Wild, mais c'est une expérience comme ça où ils essayent de maximiser sa liberté. Je pense aussi à un autre exemple. Il y a l'exemple du bœuf, mais il y a aussi, il écrit dans les années 1850, milieu du 19e siècle, c'est le moment où, aux États-Unis aussi, se développe le réseau de chemins de fer. Et là, il y a des choses actuelles aujourd'hui. On peut penser à tous nos réseaux d'aujourd'hui, Internet et autres. Mais le chemin de fer se développe, et à un moment, il parle de la ligne qui va s'ouvrir pour une ville proche, peut-être à 20 000, ou enfin à 30 km, ou quelque chose. Et il dit qu'il est prêt à faire la course contre quelqu'un qui irait à cette ville en train, et lui, il y va à pied. C'est un grand marcheur, mais quand même. Il y a une trentaine de kilomètres à pied, en train, et son raisonnement est le suivant. Il dit, bon, le billet de train pour aller à cette ville coûte l'équivalent d'un jour de travail du salaire d'un ouvrier agricole. Voilà. Bon, donc mon concurrent qui ira en train, en toute honnêteté, pour que le jeu soit fair, juste, il va d'abord devoir faire sa journée de travail avant d'aller prendre son train. Sans ça, c'est pas du jeu. Moi, j'y vais à pied. Je sais que j'y mettrai la journée, de mon bon pas, mais tranquille. J'y mettrai la journée, et c'est comme ça que je peux gagner cette course. Parce que non seulement je n'y mettrai, entre guillemets, que la journée, alors pendant ce temps-là, mon concurrent, lui, il trime au champ, il est en train de suer, alors que moi, je marche, je regarde les oiseaux, les nuages, je pense, et voilà, c'est ce genre de raisonnement qu'on trouve dans Walden, que je trouve dans lequel qui ont beaucoup d'actualité avec toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui, que Abbey a trouvé, et qui, je pense, ont été une influence importante et l'ont poussé à avoir la vie qu'il a eue et à écrire comme il a écrit. Donc ensuite, en 1975, est publié le roman qui reste le plus grand succès d'Edouard Abbey, le fameux Gang de la clé à molette. Donc Xavier, est-ce que tu veux nous résumer le début de ce roman avec 4 personnages qui sont, eux, des amoureux de liberté, et qui ont fait vraiment de Abbey une sorte d'emblème aux États-Unis, un pionnier d'une écologie radicale. Et puis une petite question complémentaire, je ne sais pas si tu as le chiffre, savoir combien, depuis 2014, vous avez vendu d'exemplaires du Gang de la clé à molette et de livres d'Abbey en général. Donc voilà, le résumé du livre pour donner envie aux gens qui ne le connaîtraient pas. Et puis il y a une suite aussi. Et puis combien d'exemplaires du Gang vendus au Gang? Alors le Gang de la clé à molette, c'est l'histoire d'une rencontre entre 4 personnages qui n'auraient jamais dû se rencontrer peut-être, mais qui par le plus grand des hasards, lors d'une descente du Colorado, vont se rencontrer et faire le constat ensemble qu'ils sont d'accord, en fait, le progrès avance trop vite, les ponts, les routes, le barrage sur le lac Powell. Il y a des choses qu'il faut arrêter, qu'il faut cesser de faire, et donc il décide de fonder le gang et de s'attaquer à tout ça. Alors il y a 4 personnalités complètement différentes. Il y a un couple avec un vieil homme qui est le penseur un peu de l'histoire. Voilà. Il y a une
jeune femme qui est une activiste. Voilà, donc il y a des scènes très drôles où ils s'attaquent à des panneaux publicitaires sur les bords de l'autoroute, ils font des autodafés de panneaux publicitaires. Mais franchement, moi quand j'ai lu ça, c'était le... Enfin, je pensais pas que c'était possible, en fait. Ça. Bah, pour ma rencontre avec ce livre, enfin, je pense que ce livre-là, si vous aimez, enfin, si vous avez marché dans la nature, si vous avez un rapport très particulier à la nature, si vous dites à un moment, vous dites, non, là, je sais pas comment on va faire, il faut lire Le Gang. Moi, c'est un livre qui m'a redonné la foi et d'y croire, de croire que c'est possible, on peut se bouger. Et donc, ça commence avec ces deux personnages, et puis il y a donc Seldon Smith, qui lui est un mormon polygame, donc il est descendant de rivière et qui gère un agenda de fou, et il y a George et Duke. Alors lui, c'est un ancien du Vietnam qui est surexcité au possible, qui voit un nombre de bières pas possible, qui mesure le nombre de distances entre les villes au nombre de bières qu'il voit, et qui n'a peur de rien. Et donc ces quatre personnages font le gang de la clé à molette. Alors après on vous laisse deviner qui de nous deux était qui. Non, moi je n'ai pas de personnage dans le gang. Et puis surtout c'est finalement une sorte d'ode au sabotage, au point que même si c'est un roman, il y a beaucoup d'activistes qui ont vu une sorte de manuel, parce que les descriptions sont tellement précises. Alors on apprend, pour les panneaux publicitaires, on dit il n'y a pas de... Mais par contre, s'aborder un bulldozer en mettant du sucre et du sable dans le réservoir. Et ces scènes-là sont tellement détaillées qu'on se dit... Il encourage, il explique tout ce qu'il faut, avec ce qui est important chez AB aussi, le fait de ne pas faire de blessés ou de morts, de s'en prendre au matériel. Voilà. Alors vous imaginez bien que ça ne marche pas forcément et que la police va agir et les poursuivre, ce qui rend le roman encore plus haletant. Voilà, alors je crois qu'on en est... peut-être plus de 700 exemplaires, ce qui est alors tout format confondu, en sachant que Oliver a promis qu'il revenait pour le 1000e. Donc là déjà. Voilà. Donc cet après-midi, il y en a 300, c'est ça. Voilà. Ouais. Excusez-moi. On a le droit de prendre le nom d'un livre pour une boutique. Alors bon, il se trouve que je connaissais bien Oliver. Et que donc quand on lui a demandé l'autorisation. Et comme c'est lui qui avait les droits, on a eu l'autorisation. Et on lui a demandé s'il pouvait être parrain de la librairie, ce qu'il a accepté. Et il est venu lors d'une... je garde ça en mémoire, mais il est venu lors de notre inauguration haranguer les gens qui étaient là pour leur dire qu'ils étaient responsables de la librairie. Mais en plus, il a bien vu, parce que j'ai lu tout récemment, que le lac du barrage n'existe pratiquement plus. Il n'y a plus d'eau dans le Colorado. Voilà, oui. Mais c'est étonnant comme Édouard Abbé a raison, quoi. Enfin, et Oliver aussi de les avoir publiés, parce que chez Gallmeister, il y a aussi un autre auteur qui est totalement inconnu, qui s'appelle Rob Schultes. Et il est sur le Colorado, je pense que ces livres sont plus disponibles, ça s'appelle L'Or des Fous, où Rob Schultes raconte la descente du Colorado et comment il le voit peu à peu s'assécher, et toute la vie qu'il y avait autour, qu'il connaissait quand il était enfant, disparaître. Ça, c'était dans les premières années de Gallmeister. Et comment un fleuve sauvage, dangereux, est devenu domestiqué il est très bien, il est presque asséché, oui. C'est impressionnant. Donc il a écrit ensuite une suite, des années plus tard, le retour du gang de la clé à molette. Et alors le paradoxe, pour toi Jacques, c'est que, tu vas nous expliquer, tu as traduit le retour du gang pour Gallmeister avant de retraduire le gang. Ouais. Dans l'ordre, j'ai commencé, oui, effectivement, par le retour du gang, puisque Oliver avait acheté les droits de la traduction existante à l'époque du gang de la clé à molette, une traduction de Pierre Guillaumin, qui était tout à fait honnête, bonne. Et donc, pour traduire
le retour du gang, j'ai bien évidemment commencé par lire en français la traduction de Pierre Guillaumin du gang de la clé à molette pour maintenir une cohérence, une homogénéité, au moins dans certains noms de personnages ou que sais-je, enfin en tous les cas pour essayer de m'imprégner du gang de la clé à molette tel qu'il existait en français pour travailler au retour du gang. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai traduit le retour du gang de la clé à molette, qui était le premier Édouard Dabet que j'ai fait. Ensuite j'en ai traduit d'autres, Le Fou sur la montagne, Le désert solitaire, je ne sais plus exactement dans quel ordre, mais tous les autres. Et assez vite, et peut-être le fait... notamment après ma traduction de Désert solitaire, Oliver a commencé à me dire, écoute, j'aimerais vraiment te demander de retraduire le gang de la clé à molette, parce qu'il appréciait vraiment mon travail, et ça restait un petit peu une idée derrière la tête qu'il avait, que moi aussi j'avais, mais c'était pas tout à fait facile, parce que c'est pas évident pour un même éditeur de proposer une nouvelle traduction d'un ouvrage qu'il a déjà vendu sous l'ancienne traduction sans laisser penser que ce qu'on vous a vendu jusqu'à présent c'est pas très bon. Ce qui n'est pas le cas. Encore une fois, elle est tout à fait honnête. Je l'avais lu moi-même avec grand plaisir en disant bon. Et donc le petit truc qui a été trouvé, c'est Oliver a fait une réédition un peu collector du gang de la clé à molette avec les illustrations de Robert Crumb. Jacqueline peut vous le montrer, voilà, en grand format avec les illustrations. Voilà. Et à cette occasion, il a fourgué un peu en contrebande ma nouvelle traduction du gang. Il y a les papiers à la fin. Avec les illustrations. Il y a un article de Télérama à la fin avec les illustrations de Crumb. Ouais, voilà, avec des illustrations de Crumb au début de chaque chapitre, notamment. Crumb en a fait une adaptation complète en BD, hein, si il y en a qui sont intéressés par ça. Et donc le dernier livre d'Abbé que tu as traduit, le dernier à être sorti aux éditions Gallmeister, le plus récent, c'est En descendant la rivière, qui n'est pas un roman, c'est un petit peu, tu me disais, le pendant de Désert solitaire, mais sur l'eau. Alors, tu as parlé un petit peu avant de Thoreau, c'est aussi un livre où il reconnaît l'influence de Thoreau dans sa pensée, dans son œuvre. Et je crois que c'est un livre que tu aimes particulièrement. Oui, j'aime beaucoup aussi, presque autant que Désert solitaire. Je disais, c'est le pendant aquatique de Désert solitaire, qui est très minéral, très rocheux, rocailleux. Là, c'est des récits de descente de rivière en barque ou en raft, avec des amis ou de façon plus solitaire, etc. Et il y a notamment ce premier texte où il convoque dans sa barque, au fil de sa descente de la rivière, il convoque le fantôme de Thoreau, avec qui il dialogue dans sa barque, et il parle. Alors, c'est à la fois un hommage à Thoreau, et puis c'est un hommage, comme toujours avec Abbé, un peu taquin, où il n'hésite pas à lancer des piques vis-à-vis de Thoreau, sur son côté par exemple très austère, il y a tout un petit passage sur la vie sexuelle de Thoreau, qui est drôle. Thoreau n'a jamais eu de compagne, on ne lui connaît pas ça aurait pas pu être un membre du gang. Non, bon, non, probablement pas, mais il y a donc ce très beau texte de dialogue avec le fantôme de Thoreau. Alors là, c'est un petit peu l'ego trip personnel, mais quand j'ai traduit, je me suis dit, quand même, j'en suis arrivé là. Je traduisais Édouard Dabet, ce texte d'Édouard Dabet, qui cite de longs passages de Walden, que j'avais moi-même traduit 2 ou 3 ans auparavant, et que dans toutes ces citations-là, je n'avais qu'à les piochais directement dans mon ordinateur, et je me disais, mais
je me disais, si on m'avait dit ça il y a 15 ans, si on m'avait dit que j'en serais là il y a 15 ans, mais j'aurais dit, mais va mourir, c'est n'importe quoi. Voilà, ça c'est le petit côté... Une petite anecdote, en 1987, il y a l'Académie américaine des arts et des lettres qui a voulu remettre un prix littéraire assez prestigieux à Abbé. Abbé, il n'y est pas allé, tout simplement parce qu'il avait prévu, avec des copains, de faire une descente de rivière, donc il a préféré faire cette descente de rivière, et on est en 87, 2 ans avant sa mort, donc finalement, voilà cette idée de préférer le monde sauvage, y compris à la reconnaissance. Institutionnelle. Ouais. Alors, Xavier, il y a un livre que tu m'as fait découvrir, que tu as devant toi, de Doug Peacock, Marcher vers l'horizon. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu pour 2 aspects. Le fait que ça nous apprend des choses sur la fin de vie d'Abbé et sur son enterrement. Et puis, le fait que Doug Peacock, tu vas nous dire, voilà, en fait, c'est celui qui a inspiré le personnage, le personnage marquant de Haïdouk. En fait, c'est le double. Doug Peacock, qui est le grand ami de Édouard Abbé, c'est le double de Haïdouk, qui est de George Haïdouk, si vous avez lu le. Voilà, donc Doug Peacock est toujours vivant, il habite dans le Yellowstone, et il a fondé une association qui s'appelle le CEF de Yellowstone Grizzly, donc c'est un grand spécialiste des grizzlies. Il est revenu, il était béret vert au Vietnam, il est revenu du Vietnam complètement stressé, sous l'adrénaline permanente, absolument impossible à... Donc c'est ce qu'il raconte en fait, absolument impossible de revenir dans la société. Et il passe un moment dans des montagnes, tu me corriges dans des montagnes dans le Wyoming, où il rencontre un énorme grizzly noir plusieurs fois. Et ça va décider déjà de son destin. Il va s'occuper des grizzlies et ça va changer sa vie. Voilà. Ça c'est un peu pour le personnage. Et dans Marcher vers l'horizon, il raconte à la fois ce passage-là au Vietnam, avec notamment des passages que j'avais vraiment aimés, qui sont des moments où il veut s'évader, il sort sa carte du Wyoming qui est tout abîmée, et puis en la lisant, il se remémore la sensation qu'il avait pendant qu'il marchait là-bas, et c'est à la sortie de ça. Et en parallèle, on a la fin de vie d'Édouard Abbé, qui avait une forte maladie, et qui demande à Peacock d'aller l'enterrer dans le désert, et il sera le seul à le savoir. Voilà. Je fais court. Voilà. En fait, Abbé était devenu une sorte de figure un peu paternelle, tutélaire pour lui, et il est un des seuls à savoir où est la tombe clandestine non déclarée d'Abbé, qui est mort relativement jeune, il est mort en 1989 à 62 ans. Il avait des soucis à l'œsophage avec des hémorragies internes. Et connaissant Abbé, on imagine qu'une fin à l'hôpital, subir multiples opérations, c'était pas quelque chose qu'il imaginait. Donc il a demandé à quelques amis, dont Doug Peacock, Ils ont pris son corps à l'hôpital, l'ont mis dans un vieux sac de couchage, l'ont mis sur le plateau d'un pick-up et ont conduit dans le désert jusqu'à trouver un endroit tenu secret et pour l'enterrer de manière complètement illégale et clandestine. On n'a pas le droit de faire ça. Bon, apparemment ils l'ont fait et puis c'est tout. Et ils ont écrit no comment. Alors Abbé avait lui-même dit que si quelqu'un voulait savoir quels avaient été ses derniers mots, il fallait répondre no comment. Et donc ils ont écrit ça gravé ça sur une pierre pas loin de l'endroit où il est enterré. Et Peacock en parle également dans un... Alors lui c'est pas moi qui l'ai traduit, mais il se trouve que j'ai traduit le prochain Doug Peacock qui va très bientôt sortir, dont le titre m'échappe complètement juste là. Mais il y a un nouveau Doug Peacock qui va sortir, dans lequel il y a un des textes aussi où il parle de l'espèce de veillée funéraire ou de cérémonie pique-nique
très arrosé, organisé à la mémoire d'Édouard Dabet juste au moment de sa mort. Et c'est lui qui a fait la cuisine, il prend son couteau de chasse de vétéran du Vietnam, il coupe. Ils vont, avec un ami, ils partent abattre une vache dans d'un de ces troupeaux qui vont plus ou moins en liberté. Alors c'est une vache à moitié évadée qui a retrouvé sa liberté, mais l'idée c'est parce que Abbé était aussi complètement contre le surpâturage et les ravages causés à la nature par les troupeaux, les immenses troupeaux de bisons élevés, de bisons aussi, mais de vaches et de bœufs. Et donc, un peu en hommage, ils racontent comment ils vont abattre une vache, surnommée un cerf lent par les Indiens. Ils appellent les vaches, ils appellent des cerfs lents. Et il apprend, sur place, il découpe suffisamment de viande pour préparer la nourriture pour cette espèce de pique-nique en extérieur avec tous les amis et les fans d'Édouard Dabet. Il raconte comment il cuit le grand ragoût, le nombre de bouteilles d'alcool qu'il met dans la sauce, et puis pareil, il boit c'est assez truculent et très émouvant en même temps. Donc c'est le prochain Peacock, le seul que j'ai traduit et qui va bientôt sortir, je sais pas quand. Moi je trouve que Peacock, si vous avez aimé le gang, si vous aimez Abbé, il faut vraiment lire Doug Peacock. C'est vraiment un personnage. Et j'ai encore quelque chose à dire. Alors par rapport à Doug Peacock, vous verrez, c'est quand même vraiment éduquant. Enfin, c'est dans la folie, dans la capacité. Il a vraiment fait sauter des hélicoptères de compagnies pétrolières sur des aéroports. Enfin, c'est vraiment, voilà. Bon, et on parle de lui dans un autre livre qui s'appelle Les Derniers Grizzlies de Rick Bass, où il part avec Rick Bass chercher s'il y a encore des grizzlies dans le Colorado. Justement, par rapport à une question que se pose Édouard Dabet. Donc ils y vont tous les deux. Et il y a une scène géniale où il se met à pleuvoir des cordes. Et alors lui, Rick Bass, il n'en peut plus, surtout quand c'est rigolo, c'est tous les deux petits. Et lui, il n'en peut plus, il veut être sous tente, il veut partir, il en a ras-le-bol. Et Doug Peacock, il dort sous la pluie battante, la bouche ouverte, et l'eau reste comme dans une pierre qui aurait juste un trou comme ça. Et c'est ça, Doug Peacock, quoi. C'est tellement ça, quoi. C'est une espèce de force de la nature qui est en communion précise. Et dans Mes années Grizzly aussi, vous pouvez voir le rapport avec les Grizzlies. Et ce que je voulais rajouter, et après j'arrête, c'est moi ce que m'a apporté Édouard Dabet, notamment et beaucoup dans Désert solitaire, c'est j'ai lu ce que je ressens quand je marche en montagne. Voilà. Ils ont cette capacité, ces écrivains-là, à raconter la nature et les sensations qu'on a quand on marche, quand on se dépasse, quand on va plus loin, voilà. Et donc ça, on peut le comprendre grâce au traducteur. Donc merci. Donc tu retrouves ton trajet forestier et tout ça. Enfin, moi qui ne suis pas un littéraire, ça me parle en tant que... oui, non, mais c'est merveilleux. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on traduit ça, on se sent tout petit en fait, parce qu'il n'y a pas plus sédentaire. Abbé a souvent des petites diatribes contre les gens qui restent le cul sur leur chaise. Oui, c'est tellement... Il n'y a pas plus cul sur son chaise qu'un traducteur. Les routes qui amènent jusqu'au site touristique, c'est des choses qui... Oui, il se bat. Alors, il peste contre la possibilité qui est donnée maintenant d'accéder en voiture jusqu'en bas on pourrait arguer aujourd'hui que ça pose... Il y a des problèmes quand même d'accessibilité aux personnes handicapées, mais en dehors de ça, il décrit cette nature et ses combats, etc.
et ils pestent régulièrement contre les gens qui ont le cul sur leur chaise. Et je suis là, moi, le cul sur ma chaise, à passer 6 heures par jour à avancer dans ce texte. Et c'est formidable, mais bon, on se sent un peu petit quand même par rapport à ça. Pour rendre hommage au traducteur, moi j'aimerais vous lire un très court extrait en descendant la rivière. C'est quelque chose que disait Abbé à la fin de sa vie. J'espère aujourd'hui, comme je l'ai toujours fait, que la dernière chose que je verrai, que mes yeux épuisés verront, ne sera pas la fenêtre d'une chambre inconnue, ni même le visage d'un ami ou d'une amante, mais des parois de canyon dans le lointain, le profil d'une mesa découpée sur le ciel, les reflets chatoyants d'une rivière tout en bas. Voilà les choses que je veux emporter dans mes derniers instants, si moi aussi je dois mourir, pour les garder avec moi, en moi jusqu'au bout, et faire corps avec elles. Donc c'est avec volonté, vous voyez la force en quelques lignes de cet écrivain que vous devez absolument découvrir. Alors je vois que l'heure tourne et on va ensuite basculer vers une deuxième partie de la discussion sur d'autres auteurs que tu as traduits sur la traduction. Est-ce qu'il y a sur Abbé dans le public des questions ou des remarques? Et ensuite on bascule vers d'autres auteurs et des aspects de traduction. Je voulais juste te demander, parce que j'avais vu qu'il y avait une polémique avec Jean-Christophe Ruffin, comment ça avait été perçu chez Gallmeister, parce qu'il disait que les livres d'Edouard Abbé devaient être interdits parce que c'était du pouce au crime, et ça poussait les gens à faire des sabotages. Et je voulais savoir comment ça avait été perçu, ou si ça avait été finalement... Pour autant que je le sache, parce que je suis un peu détaché de ces aspects-là, mais pour autant que je le sache, effectivement, Oliver m'en avait parlé à l'époque, ça remonte, avec beaucoup de détachement en fait. Ce que disait Ruffin est effectivement une chose qui peut se dire, parce que c'est vrai qu'on parle d'aller... Jean-Christophe Ruffin. Oui, je dis pas François. Pardon. Oui. Non, mais c'est... Non, oui, mais... c'était un petit peu... cause toujours, et sans animosité, je pense, j'ai souvenir d'aucune animosité particulière. Et après, c'est effectivement, il prône dans le gang de la Clamolette, dans Désert solitaire aussi un petit peu, dans le je crois que c'est le petit texte d'ouverture. Il prône la violence. Oui. Il a un petit texte au début de Désert solitaire où il dit ce livre ce n'est pas un livre, ce n'est pas un guide touristique bien sûr, et je paraphrase très mal, mais c'est un tombeau, c'est une stèle, c'est une pierre, prenez-le, c'est un putain de caillou, prenez-le et jetez-le contre quelque chose fait de verre et d'acier, donc un building qu'on imagine de banque ou autre, et il demande au lecteur d'utiliser le livre lui-même pour aller faire des dégradations de matériel, ce qu'on appelle quand il y a des manifestations et qu'une vitrine de banque vole en éclats, on a tout de suite tous les médias qui vont demander aux manifestants êtes-vous pour la violence, et les gens sont obligés de dire non, je suis contre, etc. Abbé considère qu'il n'est pas inadmissible d'exercer de la violence matérielle contre des objets, avec cette limite de ne pas attenter, blesser, évidemment pas tuer la vie humaine. Voilà, c'est ce cadre-là. Effectivement, ce cadre, il est toujours sujet à débat. Où place-t-on les curseurs, où place-t-on c'est comme clairement ça. Pour Gérald Darmanin, Abbé c'est un éco-terroriste. Oui. Voilà, il entre dans cette catégorie-là, mais en le revendiquant. Oui, et les textes d'Édouard Abbé ont été des élans qui ont, je
poussé des gens à créer une association qui s'appelle Earth First, point d'exclamation, qui était une association de écologistes, militants écologistes, qui a pratiqué le sabotage ponctuellement, à qui il a pu arriver d'aller pas forcément, je crois pas faire sauter un pont, pas de cette ampleur-là, mais par exemple quand Abbé décrit des scènes où ils vont planter des clous dans des arbres destinés à être tronçonnés pour faire la place à une voie express ou que sais-je, ce genre pour casser les lames des tronçons. Je rejoins ce que tu nous disais sur Taureau, c'est-à-dire si ça leur coûte cher, si le coût... Bon. Oui. Je voulais vous demander, il n'y a pas eu d'adaptation cinématographique du livre dont vous avez parlé? Le gang de la Clamolette. Alors, Robert Redford avait acheté les droits, et il a fait d'ailleurs une préface du gang de la Clamolette. Il avait acheté les droits, mais jusqu'à présent, ça n'a rien donné. Je constate comme vous. Donc il y a Seuls sont les indomptés. Voilà. Le feu sur la montagne, ai-je vu sur Wikipédia, parce que a été adapté en un téléfilm à la télévision américaine dans les années 70. Je ne l'ai pas du tout vu, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Les téléfilms des années 70 ne sont pas célèbres pour leur grande qualité. Voilà, mais... C'est vrai que quand on lit Le gang de la Clamolette, on se dit il y a matière à un beau film. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu Seuls sont les indomptés la semaine dernière, c'est qu'on se rend peut-être pas compte aujourd'hui de à quel point une traque avec un hélicoptère à l'époque, c'était quelque chose pour le cinéma de très marquant, voilà, de très spectaculaire, ce qui aujourd'hui peut paraître plus... Alors sur Abbé, d'autres questions, remarques, monsieur? Je voulais dire que c'est génial d'avoir appelé cette librairie de Marmande. Pour mon exemple personnel, nous sommes dans la région depuis 9 mois, près de Marmande, au Mas-d'Agen. La première fois que j'ai franchi le seuil de cette librairie, j'étais surtout excité par la curiosité de savoir ce que ça voulait dire. Moi, je ne connaissais pas Édouard Abbé, je ne connaissais pas ses œuvres. Et donc ça m'a conduit à interroger Xavier, et qui m'a expliqué, et j'ai commencé à... J'ai d'abord lu, bien sûr, on l'a acheté devant la librairie, le livre. D'ailleurs, Et ensuite, Xavier, régulièrement, me fait une piqûre de rappel sur une littérature américaine que je ne connaissais pas. Moi, j'en étais resté aux grands Américains, aux grands auteurs américains. Et donc ça a été une belle rencontre avec cette librairie et avec Xavier, voilà. Et je trouve que les libraires devraient cesser de s'appeler le libraire de la place du marché, ou le libraire du coin de la rue, et chercher aussi un titre qui donne envie aux gens, ne serait-ce que pour ça, de pousser la porte du librairie. Voilà ce que je voulais dire. Je crois que tous les bravo. Si, parce que le travail effectué par les libraires indépendants dans le Lot-et-Garonne, voilà, habituellement c'est la librairie Livresse qui est partenaire des rencontres avec la bibliothèque de Pujol. Il est très important pour faire vivre la littérature, et une littérature parfois différente. Donc Combien y a-t-il de libraires indépendants en Lot-et-Garonne? Alors en Lot-et-Garonne. Alors, Martin Albert, ça compte ou pas? Non. Il y a Nérac, la Maison des Feuilles. Donc il y a la Maison des Feuilles. Alors vous voulez dire Livresse. on est deux à Marmande. Il y a une librairie à aimer. Alors c'est pas le Tégaron. Il y en a quatre si on ne compte pas Martin Delbert qui est dans ma librairie. Et dans ma librairie à Agen, spécialisée en bande dessinée et jeunesse. Dans ma librairie. Alors, s'il vous plaît,
s'il vous plaît. Sur AB, d'autres questions ou remarques avant qu'on passe à la deuxième partie, qu'on devra faire plus courte Une petite question. Oui. J'ai jamais lu Édouard Arbet, j'avoue. Je voulais savoir. Attends, Il n'est pas trop tard. avant de traduire, et comme je disais, j'ai commencé par le retour du gang, moi non plus, je le dis. Alors, je vais dire que je le dis sans honte, mais j'ai découvert Édouard Arbet grâce à Oliver Gallmeister et en le traduisant. Et j'avais fait des études d'anglais où j'étais spécialisé en anglais, mais j'ai quand même eu des programmes de littérature américaine en licence, etc. Et jamais j'ai approché dans mon cursus Édouard Arbet. Voilà, c'était juste pour que vous ne disiez pas j'ai honte. Donc, je n'ai plus honte. Ah, voilà. Ce que je veux dire, c'est que donc j'ai jamais lu, mais ce que ça m'évoque, c'est par contre j'ai lu quelqu'un d'autre qui s'appelle Théodore Kaczynski. Vous connaissez probablement Théodore Kaczynski. Non, j'avoue ma propre. Que le FBI a appelé Una Bomber. C'est un type qui a vécu dans la forêt, qui c'était un prof de mathématiques très élevé, d'un niveau très élevé, qui a déserté l'université dans les années 70-80, qui s'est replié dans les montagnes, dans un parc américain, qui a vécu complètement dans la nature, absolument, totalement, et qui de temps en temps fabriquait des explosifs chez lui, alors qu'elle sabotait énormément de chantiers des voisins, etc., et qui a fabriqué des explosifs et qui les a envoyés à des chercheurs, donc il considérait qu'il avait une activité extrêmement nocive pour la société, en technologie, en haute technologie, en informatique, et il y a eu plusieurs il y en a eu, je crois qu'il y a eu un tué, et des autres qui ont été blessés grièvement. Et ce type-là, ils ont cherché, il était très très fort pour déjouer les efforts de la société. C'est pas du tout Théodore Kaczynski. En revanche, je finis 2 minutes. Donc Théodore Kaczynski a été réfugié, se vivait dans la montagne d'une manière très isolée, et il a exigé du New York Times dans les années 90 de publier un long texte revendicatif contre la question de la pollution et de l'environnement. Il a exigé du New York Times de publier un article. Ils ont publié un énorme texte qu'avait écrit Kaczynski, qui était un savant dans son domaine. Et ce texte, donc il le cherchait partout, ce type, parce qu'il avait, donc il déjouait, c'est très important. Et notamment c'est très important par rapport à l'époque contemporaine, et par rapport au système de police, aux dispositifs de police qui sont en place, qui ne correspondent sûrement pas à l'époque du gang, etc. Donc ils déjouaient, ils ont cherché, ils ont produit des faux portraits robots, etc. Et ce texte a été, il a été publié par le New York Times, qui s'est soumis à son ultimatum. Et ce texte, dans l'écriture, a été reconnu par le frère de Théodore Kaczynski, avec qui était en conflit, et le frère l'a dénoncé. Et Théodore Kaczynski a été arrêté, il est condamné à perpétuité, il est dans un quartier de haute sécurité dans le Colorado, je crois, et il va mourir en prison. Donc, voilà, je voulais simplement savoir si vous avez, et notamment, moi, il y a un bouquin qui a été publié, qui a publié tous les carnets qu'a écrit Théodore Kaczynski dans ses montagnes, où il raconte son rapport, donc ça fait très penser à Thoreau, ça fait très penser à un peu de ce qu'on dit aussi, que je n'ai pas lu, Thoreau, oui, j'ai un peu lu, mais pas, etc. Et ça fait beaucoup penser à ça, la nature, la campagne, la neige qui tombe, comment il chasse, comment il traque les animaux, comment il fait ses cultures, comment il fait son bois, avec des outils complètement anti-technologiques, etc. Théodore Kaczynski. En revanche, j'avais entendu parler sous son appellation Una Bomber, effectivement, j'avais entendu parler, mais je ne me suis jamais intéressé. C'est le nom qu'avait donné le FBI sur Théodore Kaczynski. Qui a été d'ailleurs désigné par les services de police comme étant un dérangé, un fou, etc. Alors il était mort. On peut dire effectivement qu'il a porté atteinte, contrairement à d'autres personnes, il a porté atteinte à l'intégrité physique, c'est sûr, mais il n'a pas porté atteinte. Après, c'est une question morale, pas forcément à des gens qui étaient très sympathiques et qui travaillaient pour ça. Alors Théodore Kaczynski, il est dans le tome 1 de notre bibliothèque verte des éditions Services Compris à Grenoble, où il est en compagnie d'Édouard Arbet, où ça fait la recension de plusieurs personnages et plusieurs auteurs qui comptent dans la pensée écologiste
Et c'est comme ça que je l'ai... Moi, c'était aussi, on fait un hommage à Edouard Harvey, on a aussi une pensée pour Theodore Kaczynski qui est condamné à vie dans un carton de sécurité. Et donc ces carnets ont été publiés alors? Ouais, ont été publiés. Et ils sont traduits? Ils ont été publiés par un éditeur suisse. Ah, il a une belle gueule. Ouais, c'est du FBI. Ça a été publié par un éditeur suisse un peu ambigu. Je ne l'ai pas en tête, je suis désolé. Mais je l'ai pas en tête. Il ne donne pas les références. Mais il y a eu plusieurs textes publiés, notamment l'Ancienne République des Nuisances, qui ont publié plusieurs textes de Theodore Kaczynski, et notamment ils ont publié son manifeste qui a été publié dans le New York Times, je crois. Il faudra que Alors, bon, références. merci de cette référence, ça ajoute à nos piles de lecture déjà bien fournies. Alors, Jacques, il y a d'autres auteurs que tu as traduits pour les éditions Gallmeister, et principalement 3, donc tu as traduit plusieurs livres, Ross MacDonald, James Crumley et Benjamin Whitmer. Alors je sais que Xavier, et il y en a d'autres dans la salle qui aiment particulièrement Benjamin Whitmer, donc je vais t'interroger sur Crumley. Moi, depuis le début de l'année, je me suis beaucoup plu avec ces personnages de détectives privés. Donc voilà, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur l'univers de cet auteur? Qu'est-ce que je peux dire de mieux que ce que tu viens de dire très brièvement? Crumley, c'est vraiment jouissif. C'est le polar américain traditionnel à détective façon Chandler, Hammett, Ross MacDonald, avec with a twist, avec quelque chose de déjanté. On est après, on est au-delà, et il prend un peu les mêmes canons classiques, un détective dur à cuire, etc. Mais c'est déjanté, ça part un peu dans tous les sens, et c'est surtout incroyablement humain. De description des personnages, de notation psychologique, notamment sur la consommation d'alcool, la déchéance pathétique et céleste de ces ivrognes qui sont croisés dans des bars, etc. C'est vraiment fascinant. Moi, j'aime beaucoup, et j'ai vraiment été très heureux quand Oliver encore m'a proposé ce projet de retraduire tous les Crumley qui ont pour héros l'un de ces deux détectives, Milo Dragovich ou Shugru, de les retraduire, parce que là l'idée éditoriale c'était parce que certaines des traductions existantes étaient vraiment tout à fait honnêtes, mais c'était très très inégal, et il était complètement éparpillé chez différents éditeurs, certains plus ou moins épuisés, etc. Et il a eu envie de donner un même toit et une même voix à Crumley, il m'a dit, et donc j'ai fait ça, et j'ai vraiment adoré le faire. Donc ces deux détectives privés, ils ont quand même beaucoup de points communs. Ils ont tous pour point d'ancrage une ville du Montana, Merriweather. Le whisky et la bière coulent à flot pour eux et pour leur entourage. Les romans de Crumley, c'est comme Maigret, beaucoup d'alcool, et puis il y a aussi c'est des personnages on est dans un univers de romans noirs, mais il y a une mélancolie et effectivement une poésie, et pour avoir vu avec Sylvaine qui est là l'ancienne traduction, je trouve que, notamment le dernier baiser, tu rends beaucoup cette poésie, cette mélancolie des détectives qui sont un petit peu désabusés, mais qui cherchent toujours un petit peu l'amour autour d'eux dans cette noirceur, dans leurs enquêtes. Bah écoute, je suis flatté. Si tu ressens ça, c'est que ça fonctionne, c'est que j'ai fait mon travail, parce que les romans de Crumley, on ne peut pas les louer pour la
la subtilité ou la subtilité de leurs intrigues policières ou ce genre de choses. C'est pas ça qui compte, c'est plus effectivement la beauté de la langue, le lyrisme, la poésie, la poésie, y compris jusque dans la violence de certaines scènes de fusillade ou de cadavres ou de tout ce qu'on voudra, mais c'est le roman noir dans ce qu'il a de plus chouette quand on est amateur de roman noir. Donc le dernier est génial, qui est sorti chez Gallimaster avec illustré par Baudouin. Par Baudouin, ouais. Pour vos achats tout à l'heure, on va préciser que les grands formats sont tous illustrés par un dessinateur différent. Il y a Otsamama, il y a Thierry Murat, il y a Chabouté, voilà. Et que vous avez aussi donc les éditions poche de Gallmeister en totem. Vous avez les Crumley avec ces deux personnages de détectives privés. Benjamin Whitmer, avec peut-être Xavier, cet auteur, tu l'apprécies beaucoup. Moi, le week-end dernier, j'ai lu Évasion, un formidable roman noir. Je ne sais pas si tu veux parler de celui-là ou d'un autre. Pour vous dire, je ne lisais pas de roman policier avant de démarrer dans le métier. C'est un certain. Alors ceux qui vont à Fumel, ils doivent connaître un certain Christophe Dupuis, puisque j'ai démarré dans le métier. On a démarré dans le métier ensemble. Il est là bientôt chez nous pour un café polar. Voilà. Café polar à Fumel avec Christophe. Il est sympa. Et donc moi je lui faisais découvrir. La retraite finale. C'est bien. Moi je lui faisais découvrir des récits de voyage et lui il m'a fait connaître le polar. Et je pensais, j'ai lu beaucoup de romans policiers américains, mais le jour où j'ai lu Pike de Benjamin Whitmer, là j'ai pris une claque. Voilà, ça se passe dans les bas-fonds de Cincinnati. Je ne pensais pas qu'on pouvait écrire quelque chose qui aille aussi profondément dans le noir. Et j'ai adoré ça. C'est un auteur qui m'a renversé, je crois, et qui m'a refait voir tout le polar d'une autre manière. Et Évasion, qui est son dernier, je ne sais pas. C'est son troisième. Son troisième, oui. Ça se passe dans une vallée perdue où, dans le pénitencier, des prisonniers s'évadent, pour ceux qui n'ont pas lu, et donc la sirène sonne, et à partir de là, tout le monde doit fermer ses portes parce que tous ceux qui sont dehors sont potentiellement des prisonniers. Et ça commence comme ça, mais les matons qui vont chercher les prisonniers sont presque aussi. Sont pires que les prisonniers qui s'évadent. Donc il y a une histoire dans tout ça. Bon, moi je trouve ça. Voilà, c'est du vrai noir. Extrêmement rythmé, avec des chapitres courts, où on passe d'un personnage à l'autre, et voilà, c'est très noir, un peu plus pour moi que Crumley. C'est vraiment quand on est extrêmement violent, oui, et l'univers de Whitmer. Et Whitmer, c'était dans un article d'America, il racontait que, en fait, pour lui, un roman américain qui ne parle ni de violence ni de drogue, qui ne parle pas des États-Unis. Et là, vraiment, lui, voilà. Et c'est un personnage passionnant qu'on a reçu à la librairie il y a 4 ans, ou 5 ans. Et c'était, voilà. Alors, il est simple, c'est étonnant, parce que... super. Voilà, c'est... Et donc, Jacques, voilà, la différence de Whitmer avec MacDonald, Crumley et Abbé, c'est qu'il est vivant. Et donc, tu as la possibilité d'échanger avec lui. Alors moi, je m'attendais à ce que peut-être tu aies des échanges sur la traduction, lui poser des questions, alors qu'en fait, vous avez noué une relation au-delà de... Ouais, on est devenus amis. Ouais, il est à peu près mon âge, un peu plus jeune, mais on a à peu près le même âge. Il a en plus 2 enfants, dont une fille qui a à peu près l'âge de mes filles à moi, et sont devenues amies entre elles, très amies, etc. Donc on communique assez souvent. Et pendant longtemps, j'ai taquiné Oliver parce que pendant longtemps, il m'a donné presque exclusivement à traduire des auteurs morts. Et je voyais mes collègues et amis traductrices et traducteurs qui accompagnaient Craig Johnson, quand il venait, etc. Je lui dis, mais moi, tu me donnes que des morts. Alors, en même temps, les traduire des morts, on est tranquille. Mais on n'a pas l'option coup de fil à un ami pour... Mais Whitmer, ça m'est arrivé quand même 2 ou 3 fois de lui écrire pour un point de traduction, notamment je crois effectivement dans Évasion, je lui avais écrit parce qu'il y avait un personnage
très très secondaire, je crois, d'une petite fille qu'on voit apparaître plutôt vers le début et qui a les cheveux bruns, et qu'on voyait dans le texte que je traduisais réapparaître vers la fin. D'évidence, c'était le même personnage, mais avec les cheveux blonds, sans que rien ne semble justifier changement de couleur ou quoi. Et donc je lui ai écrit, et il m'a dit « Ah ben merci, tu fais bien de me mettre », parce que dans une version précédente, elle était blonde et j'ai changé en brune, ou l'inverse. Et j'ai dû oublier cette occurrence-là. Voilà. Parce qu'il est d'abord traduit en France. Alors, d'abord en France. C'est une particularité, mais Whitmer n'est pas le seul. Il se trouve que uniquement ces 2 premiers romans, donc Pike et Cryfather, ont été publiés aux États-Unis à partir d'Évasion, c'est-à-dire Évasion et les dynamiteurs n'existent pas, ne sont pas publiés aux États-Unis, ne sont publiés nulle part en anglais. Donc ils ont existé pour la première fois, leur première existence, c'est dans ma traduction en français, chez Gallmeister. Là, j'ai reçu, enfin, il a fini son prochain, son 5e, que je vais très bientôt traduire. C'est pareil, il n'est pas pas publié aux États-Unis. Il y en a d'autres comme ça. Le problème, c'est qu'il a arrêté de chercher à se faire publier aux États-Unis. Il préfère patienter, établir sa carrière, sa stature d'écrivain en France pour avoir une aura, une stature suffisante, à avoir l'espoir de pouvoir négocier avec un éditeur pas trop confidentiel, qui ne lui demanderait pas de, par exemple, changer la fin pour faire un happy end, parce que c'est pas possible, toute cette noirceur, qui ne lui demanderait pas de atténuer la violence ou la noirceur de tel passage, parce que c'est pas possible, qu'il ne lui demanderait pas de changer un peu tel personnage, parce que pour le rendre plus aimable. Il me disait, moi j'écris des personnages qui sont pas aimables, ils sont pas forcément aimables. Et la situation à la fois du marché du livre et la situation éditoriale aux États-Unis est vraiment très désespérante par plein de côtés, et très, très polarisée entre des grands éditeurs qui font des best-sellers, et des best-sellers du New York Times, etc., et qui investissent énormément de publicité pour vendre ces best-sellers, et sorti de ça, des petits éditeurs confidentiels, un peu régionaux, enfin, quand on dit régionaux pour les États-Unis, ça peut être 2, 3, 4 États, hein, mais quand même, et donc voilà, il est pas encore... Ils sont découverts comment, alors, ces écrivains ? Alors, il a été découvert parce que ces 2 premiers avaient été traduits, et aussi parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que les auteurs publiés par un éditeur en France, et là, je crois que c'est comme ça que c'est passé, ils parlent de leurs collègues auteurs, autrices, qu'ils connaissent et qui travaillent aux États-Unis, et voilà, ça se passe comme ça un peu de bouche à oreille, et puis une fois que Évasion, c'était le premier donc roman de Whitmer non publié aux États-Unis, une fois qu'Évasion a été publié en France, a eu un vrai beau succès, notamment critique, mais pas que, y compris en vente, et il a notamment attiré l'attention de Pierre Lemaître, qui a écrit une préface pour le truc. Après, Oliver et tout ça, Gallmeister est tout simplement devenu l'éditeur de Benjamin Whitmer, et Whitmer le considère comme tel, considère comme son premier éditeur. Donc il pourrait le faire aux États-Unis, pareil. Gallmeister pourrait. Il était aux États-Unis. Bah, ça, je ne sais pas du tout quelles sont les possibilités concrètes de cette possibilité-là. Alors, Gallmeister va inaugurer très bientôt,
au mois d'avril, donc là c'est une exclusivité que vous allez voir, une nouvelle collection qui s'appelle Littéra, avec de nouveaux titres, des classiques traduits par Jacques Mayos, et pour vous dire à quel point... Pas que, mais voilà. Pour vous dire à quel point c'est une exclusivité, c'est-à-dire que Jacques ne les avait pas vus, c'est Xavier qui en a des exemplaires qui vous les présente. Donc les premiers titres, il y aura Mark Twain, il y aura Francis Scott Fitzgerald, et il y aura aussi une nouvelle traduction de L'île au trésor de Stevenson. Donc voilà, peut-être ce que tu veux nous dire sur cette nouvelle collection. Et puis moi j'aurais une question complémentaire. Est-ce qu'il y a un auteur américain que tu n'as pas encore traduit et que tu aimerais traduire, un auteur que tu aimes beaucoup et où tu te dis un jour j'aimerais pouvoir travailler sur cette écriture-là? Si tu m'avais posé la question il y a 15 ans, 15-20 ans, je t'aurais dit que ce dont je rêvais, ça aurait été de traduire Chandler. Tu vois, le roman noir. Et j'avais bien vu que les traductions existantes étaient défaillantes parce qu'elles n'étaient pas, tout simplement parce qu'elles n'étaient pas intégrales. Voilà. Mais ça, j'ai été comblé avec Ross MacDonald, qui est vraiment que j'ai découvert, mais que je trouve vraiment être un égal de Chandler et de Hammett. J'ai pas vraiment d'auteur américain que je rêverais de traduire, peut-être parce que ma culture en littérature américaine n'est pas si vaste que ça non plus. J'avais fait des études dans le domaine anglais, irlandais, etc. Et puis je suis vraiment rassasié par tout ce qu'on me propose chez Gallmeister, donc je suis lourd à vie un peu, content de ce que j'ai. J'ai pas de... Je peux pas citer un auteur ou un roman que j'aimerais vraiment traduire. Dans cette nouvelle collection, on peut dire presque des éditions de luxe, hein, avec un petit coffret, des couvertures à la fois cartonnées, recouvertes, et donc des nouvelles traductions. Et il y a peut-être des titres à venir. Là, je crois que tu travailles sur un autre Fitzgerald en ce moment. Ah oui, alors j'ai fait Gatsby, et j'ai dû faire il y a 2 ans. Enfin, mon travail remonte à 1 an et demi, 2 ans. Et là, en ce moment, je suis en train de faire Tendre est la nuit, Tender is the night. Je m'arrache un peu les cheveux. C'est une langue magnifique, mais très, très raffinée, très compliquée, très complexe. C'est vraiment, je crois que c'est l'auteur le plus difficile à traduire que j'ai. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé Gatsby, qui est presque un roman noir en fait, Gatsby, hein, avec un mort, etc., et un personnage un peu flou. Et quand on change d'auteur, on change de pont aussi? Ouais. Peut-être pas tant que ça, mais on change d'univers, ça c'est sûr. On change un peu de quotidien, d'univers quotidien, oui, ça, oui, de langue. Mais le travail, c'est quand même un travail sur du texte, phrase après phrase. Je suis pas dans la peau d'Abbé, je suis pas dans la peau de Whitmer, je suis pas dans la peau. Je suis au plus près de leur texte. Vous n'êtes pas auteur vous-même? Alors, il y a double réponse. La première, c'est que techniquement, les traductrices et traducteurs sont auteurs du texte. Je suis auteur du texte, je suis payé en droit d'auteur et j'ai un droit intellectuel sur mon texte qui est indépendant de tout contrat. Le travail de traduction est un vrai travail d'écriture, même si c'est un travail d'écriture sous contrainte extrême. Hein, il y a un petit côté oulipien un peu dans le travail de traduction. On doit écrire un texte sous contrainte.
Ça, c'est les deux premières réponses. L'autre, c'est que j'ai moi-même, au début des années 2000, commis 3 petits recueils de nouvelles sympathiques, qui s'appellent L'Officiel des spectacles. Je ne sais pas si c'est encore trouvable quelque part ou quoi, mais j'ai donc donné dans la création, si vous voulez, l'invention, etc. Même si là encore, c'était comme le titre peut-être vous laisse supposer, l'officiel des spectacles, c'était texte sous contrainte un peu. Il se trouve que, personnellement, le travail d'écriture qu'est la traduction satisfait à peu près complètement, je pense, mon envie ou besoin d'écriture. Hein, je pense des fois musicien, ou je serais plutôt comme un pianiste qui joue des partitions, qui joue Chopin ou Schubert ou Duke Ellington, que comme un compositeur qui invente. J'ai mon plaisir dans l'écriture sous contrainte. J'ai du mal à me prendre moi-même au sérieux dès qu'il s'agit d'inventer un personnage, par exemple. Hein, je trouve que ça fait... je me dis, mais comment on peut faire ça sans que ce soit faux, sans que ce soit... Voilà, et puis inventer une intrigue, tout ça. Je suis rassasié par le côté suffisamment créatif, mais avec des garde-fous très nets. Voilà, j'écris, mais j'ai pas à me soucier de ce qui va se passer dans 3 pages, parce que c'est déjà là. Je peux même regarder un petit peu et dire, ah oui, ça va. Est-ce que vous avez une méthode applicable à tous les textes en tant que traducteur? Et deuxième question subsidiaire, je suppose que vous connaissez Mathieu Sen, qui a traduit beaucoup d'auteurs américains. Il a fait Walden notamment. Ah. Et en termes justement d'approche, est-ce que vous avez la même? Est-ce que vous avez des rapports au texte original? Alors, une méthode, non. Même s'il y a des méthodes, il y a des... par exemple, traduire, ça s'apprend et ça s'enseigne. J'ai enseigné un peu la traduction. Il y a des tas d'exercices, des tas de choses qu'on peut faire. Mais alors là, pour le coup, il nous faudrait des heures. Et il n'y a pas une méthode pour tous les textes. C'est aussi beaucoup du bricolage, un peu tout, au fur et à mesure. On tricote les choses au fur et à mesure. Voilà. Pour ce qui est des autres traducteurs, comme Mathieu Saint par exemple, en l'occurrence je ne connais pas personnellement Brice Mathieu Saint. J'ai beaucoup d'estime pour lui parce que tout ce que j'entends de lui, tout ce qu'on me dit de lui, c'est que c'est un très bon traducteur. J'ai rien lu de lui parce qu'en réalité on lit finalement très peu les traductions des collègues. En fait, si je lis un auteur américain, j'irais le lire a priori plutôt dans la version originale. Si on me demande de traduire un auteur américain, j'en fais une traduction, mais spontanément, je ne vais pas, sauf par amitié réelle pour quelqu'un, je ne vais pas aller lire une traduction d'un auteur américain. En même temps, vous avez quand même le même terreau. Hein. Oui. Des auteurs américains que vous traduisez tous les deux. Oui, absolument. Et de fait, par exemple, on a tous les deux traduit Walden. Et je me rappelle du jour où Oliver m'a appelé, il m'a dit ça te dirait de traduire Walden. Et il m'explique, il me dit je suis en train d'essayer de racheter les droits de la traduction de Mathieu Saint. Qui était, je crois, au mot et le reste, je crois, chez le mot et le reste, mais Oliver m'a dit
apparemment, à ce moment-là, le livre végétait un peu chez Le Mot et le Reste. Il se vendait plus vraiment parce qu'il n'y avait pas d'actualité. Et Oliver espérait racheter la traduction, et il me dit au téléphone, prépare-toi, parce que dans la négociation, je vais dire, bon, si vous ne voulez pas me la vendre, c'est pas grave, je demanderai à Mayos de m'en faire une. C'est comme ça qu'il m'a présenté les choses. Et du coup, ils n'ont pas voulu. Alors je ne connais pas toutes les arcanes de ces négociations, et fort heureusement, parce que je serais minable. Ça s'est pas fait, donc il m'a demandé une nouvelle traduction, et que j'ai produite sans consulter les anciennes, parce que je ne peux pas vous en dire beaucoup plus en fait. Alors, moi j'avais prévu beaucoup d'autres questions, mais on arrive à 2 heures de discussion, et je voudrais surtout pas frustrer dans le public s'il y a encore des remarques, des questions. Je sais pas si vous avez... Moi j'en ai eu, mais oui. c'est pas forcément dans la traduction, mais il y a un petit peu de ça quand même. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle reprise de mots de livre en lénifiant les mots noirs, petits, moches, nègres, là qui est en pleine actualité? Roald Dahl, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux, tous les trois? Les petits nègres. Non, notamment, oui. Moi, pour l'essentiel, c'est navrant. Ah, c'est navrant. Bah oui, Voilà. c'est navrant. Alors après, La caissière de magasin par technicienne intellectuelle. Je ne sais pas si vous l'avez vu. j'ai vu des trucs sur Roald Dahl là tout récemment, effectivement, avec des exemples précis. Il y a des détournements aussi. D'ailleurs, Benjamin Whitner, sur son fil Facebook, il en a repris, et il a mis au passage voilà, une raison supplémentaire pour laquelle je ne suis pas publié aux États-Unis. Pour l'essentiel, c'est navrant. C'est la mort. Bon, À ce voilà. point, à ce point. Donc. Voilà. Ouais. Mais à tout point de vue, un livre a été écrit d'une telle façon, il reste comme ça. Voilà. Ah, le vocabulaire de maintenant. D'autres Oui, justement, dans la s'il vous plaît. de création, en fait, une nourriture de l'époque, en fait, du langage d'aujourd'hui, de l'écriture d'aujourd'hui. Comment, pour Fitzgerald ou pour Tom Sawyer. Ouais, ou même Ross MacDonald dans les années 60. C'est un souci réel, ou Thoreau, 1850, machin. C'est vraiment un souci réel que j'essaye d'avoir, et que tous mes collègues essayent également d'avoir quand on traduit un texte un petit peu ancien, c'est de coller à l'époque, et d'éviter les anachronismes, et éventuellement de coller, de ne pas utiliser des interjections modernes, ou des trucs voilà, ou dire c'est mortel pour dire c'est très bien. Dans un Ross MacDonald en 1950, mortel c'est mortel, il y a mort d'homme. De même, oui, j'ai plus d'exemples en tête, mais j'essaye ou utiliser des expressions un peu désuètes aujourd'hui, comme sans sas. Je sais pas. Mais effectivement, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, et j'ai remarqué dans plein de livres. Quand un personnage veut répondre rien, tu mets pot de zob. Dans les crommelets. Ah ouais, c'est possible. Ce qui n'est pas très correct. Ça passe pas. Alors, le meilleur moyen de remercier Xavier, ça va être de lui permettre de repartir avec des cartons moins lourds. J'espère que vous allez le dévaliser et faire vos emplettes, vos achats auprès d'une des 4 librairies indépendantes du Lot-et-Garonne. Merci infiniment Xavier, Anne, je suis très content que tu sois venu aussi. Et surtout, voilà, Jacques, Mayos, merci d'être venu nous éclairer.
sais pas, une dédicace du traducteur si vous le souhaitez, s'il y a des gens qui veulent. Voilà, Jacqueline, ton gang de la clé à molette, et merci au public d'avoir été endurant. Plaisir.